Chapitre 5. Bill Denbrough, plus fort que le diable. 1. Bill Denbrough pense. Je suis presque un voyageur de l'espace. Je pourrais tout aussi bien me trouver à l'intérieur d'un obus tiré par un canon. Bien qu'elle soit parfaitement exacte, cette réflexion, estime-t-il, n'a rien de réconfortant. En fait, pendant toute l'heure qui a suivi le décollage du Concorde de Heathrow, un vrai démarrage de fusée, il a dû faire face à une légère attaque de claustrophobie. L'avion est étroit, désagréablement étroit. Le repas est presque parfait, mais les hôtesses doivent se contentionner, se plier et s'accroupir pour faire leur travail. On dirait une troupe de gymnastes. Être témoin de leurs difficultés lui enlève une partie du plaisir qu'elle éprouve à manger, même si son voisin de siège semble n'en avoir cure. Ce voisin de siège ne fait rien pour arranger les choses. Elle est gros et pas particulièrement propre. Il s'est peut-être renversé une bouteille d'eau de toilette tête l'habitus sur la tête, mais Bill détecte en dessous une odeur de sueur et de grâce qui ne trompe pas. Son coude gauche ne paraît pas non plus lui poser beaucoup de problèmes. Il ne se gêne pas pour l'enfoncer de temps en temps dans les côtes de Bill. Ses yeux sont sans cesse attirés par le cadran numérique à l'avant de la cabine. Il indique la vitesse à laquelle se propulse ce boulet de franco anglais. Le Concorde vient d'atteindre sa vitesse de croisière, un peu au-dessus de Mach 2. Bill, à l'aide de la pointe de son stylo, fait des opérations sur la montre à la calculette qu'Audra lui a offerte pour la Noël. Si l'appareil est juste, Bill n'a strictement aucune raison d'en douter. Il fonce donc à la vitesse de 28 km à la minute. Il n'est pas sûr d'être content de le savoir. Par le hublot, aussi petit et épais que celui des vieilles capsules spatiales Mercury, il voit un ciel non pas bleu, mais dans les tons crépusculaires du soir, alors qu'on est au milieu de la journée. Au point où ciel et mer se rencontrent, il devient une légère courbure. Me voilà donc assis ici, songe Bill, un Bloody Mary à la main, et coudoyé par un gros type crasseux, en train d'observer la courbure de la Terre. Il a un léger sourire à l'idée qu'un homme capable de faire face à quelque chose comme ça ne devrait avoir peur de rien. N'empêche, il a peur, et pas simplement de voler à 28 km à la minute dans cette étroite et fragile coquille. Il a presque l'impression de sentir Derry se précipiter sur lui. Telle est bien l'expression qui convient. 28 km à la minute. Bon. Il éprouve la sensation d'être parfaitement immobile, tandis que Derry se jette sur lui, comme un énorme carnivore resté tapis pendant très longtemps et qui viendrait de jaillir de sa cachette. Derry, ah Derry. Écrivons-nous une ode à Derry. Chanterons-nous la puanteur de ses manufactures et de ses rivières. Le calme est digne de ses rues aux arbres bien alignés, sa bibliothèque, son château d'eau, Paisley Park, son école élémentaire. Les friches mortes. Des lumières s'allument sous son crâne, des projecteurs puissants, comme s'il était resté assis 27 ans dans l'obscurité d'un théâtre, à attendre que quelque chose se passe et que finalement le spectacle commence. Les projecteurs qui s'allument révèlent peu à peu la scène, qui n'est pas celle de quelques innocents comédies, comme arsenic et vieille dentelle. Aux yeux de Bill Denbrough, il s'agirait plutôt du cabinet du docteur Caligari. Toutes ces histoires que j'ai écrites, pense-t-il avec un amusement qu'il juge stupide. Tous ces romans, c'est de Derry qu'ils viennent. Derry en est la source. Ils sont tous pour origine les événements de cet été-là. Est-ce que ce qui était arrivé à George, le précédent automne? À tous ces journalistes qui n'arrêtent pas de me poser la question, je donne une réponse fausse. Le coude de son gros voisin vient une fois de plus le heurter, et il renverse une partie de son verre. Puis il a envie de protester, mais finalement s'abstient. La question, bien sûr, est où trouvez-vous vos idées? Puis il imagine que tous les écrivains de fiction doivent y répondre, ou faire semblant, au moins 2 fois par semaine. Mais un type comme lui gagne sa vie en écrivant des choses qui n'ont jamais eu et n'auront jamais la moindre
qu'il doute chaque année un peu plus d'une chose, comme l'inconscient. Mais l'homme ou la femme qui écrit des histoires d'horreur est peut-être branché encore plus loin, dans une espèce de sous-inconscient si vous préférez. Réponse élégante, mais pirouette à laquelle il n'a jamais cru. Inconscient, certes, il y a bien quelque chose comme ça, mais Bill estime que l'on fait beaucoup trop d'histoires à propos d'une fonction qui n'est probablement que l'équivalent mental des larmes lorsque l'on a une poussière dans l'œil ou des gaz une heure après un repas trop copieux. La seconde métaphore est sans doute la meilleure des deux, mais il est difficile de répondre aux interviews quand ce qui le concerne, tous ceux qui rêvent, désirs vagues et sensations de déjà-vu se réduit à rien de plus qu'un chapelet de paix mentaux. Ils paraissent toutefois avoir besoin de quelque chose, tous ces malheureux journalistes, avec leurs carnets de notes et leurs petits magnétophones japonais. Et Bill ne demande qu'à les aider du mieux possible. Il sait combien écrire est un boulot difficile, un boulot sacrément difficile. Inutile de leur rendre la tâche plus pénible en leur répondant « Mon ami, vous pourriez tout aussi bien me demander qui a cassé le vase de Soissons, vous ne seriez pas plus avancé. » Il pense maintenant. Tu as toujours su qu'il posait la mauvaise question, même avant l'appel de Mike. Maintenant, tu connais aussi les bonnes questions. Elle n'est pas « D'où tirez-vous vos idées ?» mais « Pourquoi avez-vous ces idées ?» Le branchement existe bien, mais ce n'est pas de l'inconscient freudien ou jungien qu'il sort. Ce n'est pas d'un système d'égout mental qu'il s'agit, ni d'une cave souterraine pleine de morlocks attendant de faire leur apparition. Il n'y a rien d'autre à l'autre bout du branchement que Derry, simplement Derry. Et qui heurte fort à ma porte. Il sursaute et se retrouve tout droit sur son siège, et c'est son coude cette fois-ci qui va s'enfoncer un instant dans les côtes du gros voisin. Faites attention, mon ami, dit le gros homme. Les places ne sont pas larges ici. Vous arrêtez de me cogner avec le vôtre, et j'essaierai d'arrêter de vous cogner avec le mien. Le gros homme lui lance un regard outré et incrédule. Mais de quoi parlez-vous donc? Et Bill se contente de le soutenir jusqu'à ce que l'autre détourne les yeux en grommelant. Qui est ici? Qui heurte si fort à ma porte? Il regarde de nouveau par le hublot et pense. On est plus fort que le diable. Il sent se hérisser les poils de ses bras et de sa nuque. Il descend en une fois le reste de son verre. Un autre projecteur vient de s'allumer. Silver, sa bicyclette, ainsi baptisée du nom du cheval du ranger solitaire. Une grande chouine de 72 cm de haut. Tu vas te tuer sur cet engin bidé, lui avait fait remarquer son père, sans inquiétude véritable dans la voix. Depuis la mort de George, plus grand-chose ne l'inquiétait. Avant, il était dur. Juste, mais dur. Après, on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. Il prenait des attitudes paternelles, tenait des propos paternels, mais ça n'allait pas plus loin. C'était comme s'il avait en permanence l'oreille tendue vers la porte, s'attendant à l'arrivée de George. Bill l'avait vu dans la vitrine du marchand de cycles sur Center Street. Elle était inclinée, toute triste sur sa béquille, plus grande que toutes les autres en montre. Sans couleur là où les autres étaient éclatantes, avec des courbes là où les autres étaient droites et vice-versa. Un panneau était à la roue avant annoncé « Occasion, faites-nous une proposition ». En réalité, ce n'est pas ce qui s'était passé. Lorsque Bill entra dans le magasin, c'est le patron qui avança un chiffre que Bill accepta, $24. Sa vie en aurait-elle dépendu? Il n'aurait pas su comment aborder la question, ni quel prix proposer. $24, ça lui paraissait très honnête, presque généreux. Il paya avec l'argent qu'il économisait depuis 7 ou 8 mois. Celui de son anniversaire, de la Noël, celui reçu pour passer la tondeuse. Il la fit rouler jusqu'à la maison, dès que la neige commença à fondre pour de bon. C'était tout de même curieux. Il n'y avait pas un an, l'idée d'acheter une bicyclette ne lui
lui serait pas venu à l'esprit. Or, c'était ce qui s'était passé. Elle lui était venue soudain à l'esprit, peut-être au cours de l'une de ces interminables journées après la mort de George, après son assassinat. Au début, Bill faillit bien se tuer. Son premier essai se termina par une chute volontaire pour éviter de rentrer de plein fouet dans la barrière qui terminait Lost Lane. Ce n'était pas dans la barrière qui l'avait impressionné que l'idée que, de l'autre côté, les friches ne se trouvaient qu'à 20 mètres en contrebas. Il revint de la balade avec une estafilade de 20 centimètres de long entre le poignet et le coude de son bras gauche. Une semaine plus tard à peine, il n'avait pas pu freiner à temps et avait franchi le carrefour de Windham et Jackson à 50 à l'heure environ. Comme un juge saisit un mastodonte gris. Il fallait une imagination hors du commun pour voir Silver couleur argent, malgré son nom. Les cartes à jouer fixées à la fourche, crépitant comme des mitrailleuses contre les rayons. Une voiture serait-elle arrivée? Son nuit était finie de lui, comme Georgie. Au fur et à mesure que le printemps avançait, il apprit peu à peu à maîtriser Silver. Ni son père ni sa mère, pendant cette époque, ne s'aperçurent qu'il courtisait la mort sur son engin. Il se fit la réflexion qu'il ne leur avait fallu que quelques jours pour qu'ils cessent de remarquer la bicyclette. Pour eux, ce n'était qu'une relique à la peinture écaillée, appuyée au mur du garage des jours de pluie. Silver était cependant bien davantage qu'une relique rouillée. Elle n'avait l'air de rien, mais elle filait pourtant comme le vent. L'ami de Bill, son seul véritable ami, était un gosse du nom d'Eddie Kasprak, qui se défendait bien en mécanique. Il avait montré à Bill comment maintenir Silver en bon état. Les boulons à resserrer régulièrement, les pignons à huiler, comment tendre la chaîne et réparer un pneu crevé. Tu devrais la repeindre, lui avait suggéré une fois Eddie, mais Bill n'y tenait pas. Pour des raisons qu'il n'arrivait même pas à s'expliquer à lui-même, il voulait conserver la chouine dans l'état où il l'avait trouvée. Elle avait vraiment l'air d'un chien crotté. La bicyclette qu'un gamin insouciant laisserait sur la pelouse sous la pluie, un engin plein de jeux, de grincements et de frictions anormales. Elle avait peut-être l'air d'un chien crotté, mais elle filait comme le vent. Elle battrait le diable, dit-il à voix haute, se mettant à rire. Son gros voisin lui jette un regard inquisiteur. Son rire a eu cette note stridente qui affiche la trouille à Audra le matin même. Oui, elle avait l'air d'un tas de ferraille avec sa peinture écaillée, son porte-bagages démodé et son antique trompe à poire en caoutchouc noir, laquelle était définitivement soudée au guidon par un boulon rouillé de la taille d'un poing de bébé. Oui, un sacré tas de ferraille. Si Silver filait, et comment, Seigneur? Et c'était tant mieux, car Silver lui avait sauvé la vie fin juin 1958, la semaine qui avait suivi celle où il avait rencontré Ben Hanscom pour la première fois, quand, avec Ben et Eddie, ils avaient construit le barrage. Celle-ci où non seulement Ben, mais Richie Tozier à la grande gueule et Beverly March avaient fait leur apparition dans les friches après la séance de cinéma du samedi après-midi. Il avait Richie derrière lui, assis sur le porte-bagages, le jour où Silver lui avait sauvé la vie. Il supposait donc que la bicyclette avait aussi sauvé la vie de Richie. Il s'en souvenait également de la maison d'où il s'était enfui et comment. Il s'en souvenait parfaitement. La foutue maison sur Nibble Street. Il avait pédalé pour être plus fort que le diable, ce jour-là. Oh oui, faut pas croire. Un diable avec des yeux aussi brillants que de vieilles pièces de monnaie. Un vieux diable hirsute, la bouche pleine de dents sanguinolentes. Si ce jour-là, Silver lui avait sauvé la vie, ainsi qu'à Reggie, elle avait peut-être également sauvé celle d'Eddie, le jour où il avait rencontré Ben à côté des restes de leur barrage dispersés à coups de pied au clair des friches. Henry Bowers, qui avait l'air de sortir d'une poubelle, avait donné un coup de poing sur le nez d'Eddie, lequel avait été pris d'une violente crise d'asthme et s'était retrouvé avec son inhalateur vide.
d'un avion qui, en 1958, lui aurait paru relever de la pure science-fiction. Yahoo, Silver, en avant, pense-t-il. Et voici qu'il doit fermer les yeux sous le picotement soudain des larmes. Qu'est-ce que Silver est devenu? Il ne s'en souvient plus. Cette partie de la scène est encore dans le noir. Le projecteur qui doit l'éclairer n'a pas encore été allumé. Peut-être n'est-ce pas plus mal. Peut-être est-ce un télé, de grâce. Yahoo! Yahoo, Silver! Yahoo, Silver! En avant, cria-t-il. Le vent emporta les mots par-dessus son épaule comme une écharpe de crêpe ondulante. Sonore et puissant, il jaillissait comme un rugissement de triomphe. Le sel qu'il lança jamais. Debout sur les pédales, il descendait vers le centre-ville par Kansas Street, prenant de la vitesse, lentement tout d'abord. Une fois lancé, Silver roulait, mais la lancer n'était pas une mince affaire. Voir cette grande bicyclette grise prendre de la vitesse était comme le spectacle d'un gros avion s'élançant sur la piste. On a l'impression que jamais l'énorme engin, avec son lent dandinnement, ne sera capable de quitter le sol. L'idée paraît absurde. Puis on aperçoit son ombre en dessous. À peine a-t-on le temps d'en prendre conscience qu'elle s'amenuise, se perd vers l'arrière et que l'appareil est en l'air, aussi élégant et gracieux que le rêve dans l'esprit satisfait. Silver était comme ça. Puis il arriva à un endroit plus en pente et se mit à pédaler plus vite, ses jambes comme deux pistons tandis qu'il se penchait sur le guidon de la bicyclette. Il avait très rapidement appris, après un ou deux coups, là où c'était le plus douloureux pour un garçon, à remonter son caleçon aussi haut qu'il le pouvait avant d'enfourcher Silver. C'est qu'il lui valut un peu plus tard, au cours de l'été, cette remarque de Richie. Ça, c'est parce que Bill se dit qu'il pourrait avoir envie d'être papa plus tard. Moi, je ne trouve pas l'idée bien bonne, mais les mômes pourront toujours s'en prendre à leur mère. Avec Katie, il savait baisser la selle au maximum, et celle-ci venait le cogner et le racler dans le bas du dos, tandis qu'il s'escrimait sur les pédales. Une femme qui arrachait les mauvaises herbes de son jardin s'abrita les yeux du soleil pour le regarder passer, avec un léger sourire. Sur sa grande bécane, le garçon lui rappelait un singe qu'elle avait vu une fois juché sur un monocycle au cirque Barnum. Il est bien fichu de se tuer, se dit-elle, revenant à son jardin. Ce vélo est trop grand pour lui, mais ce n'était pas son problème. 3. Bill avait eu assez de bon sens pour ne pas discuter avec les trois voyous quand ils avaient surgi des buissons, l'air aussi mauvais que des chasseurs sur la piste d'un gibier qui aurait déjà amoché l'un des leurs. Eddie avait en revanche un bout d'amant, ouvert la bouche et Henry Bowers s'était défoulé sur lui. Bill n'ignorait pas qui ils étaient, Henry Huggins et Victor, les trois pires chenapans de l'école de Derry. Il avait déjà donné quelques corrections à Richie Dozier, avec qui Bill entretenait des rapports amicaux. De son point de vue, c'était en partie la faute de Richie que l'on n'avait pas surnommé la grande gueule pour rien. En avril dernier, Richie avait un jour lancé une remarque sur leur col, tandis que le trio passait dans la cour. Ces cols étaient relevés exactement comme ceux de Vic Morrow dans Graines de violence. Bill, assis à proximité contre un mur à lancer des billes sans conviction, n'avait pas tout saisi. Pas plus que Henry et ses amis, qui en avaient cependant assez entendu pour se tourner vers Richie. Peut-être avait-il cru s'exprimer à voix basse, sauf que s'exprimer à voix basse lui était à peu près impossible. Qu'est-ce que t'as dit, Binoclard? S'enquit Victor.
s'était aperçu qu'au dernier moment qu'il s'était engagé dans une voie sans issue, puisqu'elle s'est terminée sur le grillage qui séparait le terrain de l'école du parc voisin. Il tenta l'escalade en s'agrippant de toute la force de ses doigts et de ses orteils crispés dans ses tennis. Il avait peut-être parcouru les 2 tiers du chemin lorsqu'Henri, par sa veste, et Hector, par le fond de son pantalon, le firent brutalement retomber sur le dos. Richie se mit à hurler quand ils le détachèrent du grillage. Il perdit ses lunettes en heurtant l'asphalte. Il voulut les rattraper. D'un coup de pied, avec une seule hauteur les envoya valser, ce qui explique le ruban adhésif qui retint l'une de ses branches pendant tout l'été. Bill avait fait la grimace et s'était dirigé vers l'avant du bâtiment pour observer Mademoiselle Moran, la maîtresse des petits, qui se précipitait pour les séparer, mais il savait qu'ils auraient le temps de faire sa fête à Richie auparavant et qu'il serait en train de pleurer à son arrivée. Le bébé qui pleurniche, le bébé qui pleurniche, regarde le bébé qui pleurniche. Avec le trio, Bill n'avait que des problèmes mineurs. Il se moquait bien entendu de son bégaiement, des primades accompagnées parfois les colibés, un jour de pluie, tandis qu'il se rendait au gymnase pour le déjeuner, et qu'il avait fait tomber d'un coup de poing le sac qui contenait le repas de Bill, puis l'avait piétiné de sa botte de mécano, réduisant tout en bouillie à l'intérieur. Oh, Jésus, s'était-il écrié, feignant l'horreur. Désolé pour ton casse-croûte du schnock. Puis il avait tranquillement remonté les couloirs vers l'endroit où se tenait Victor Chris, appuyé contre la fontaine d'eau potable à la sortie des vestiaires des garçons, riant sans faire une hernie. Mais ça ne s'était pas trop mal passé. Puis il avait menti à la moitié d'un sandwich au beurre et de cacahuètes et à la gelée à Eddie Casbrac, et Richie lui avait donné avec plaisir son œuf dur, l'un de ceux que sa mère mettait régulièrement tous les 2 jours dans son casse-croûte et qui lui donnait envie de dégueuler, prétendait-il. Mais il valait mieux ne pas se trouver sur leur chemin, ou alors se faire invisible. Eddie avait oublié cette règle élémentaire et il le lui avait fait payer. Au début, pendant que le trio s'éloignait vers l'autre rive à grands éclapoussements, ça ne s'était pas trop mal passé, en dépit de son nez qui saignait comme une fontaine. Une fois le tir d'Eddie trempé, puis il lui avait donné le sien et il avait fait se pencher en arrière en mettant une main sous sa nuque. C'était ce que sa mère faisait pour George et qui était sujet au saignement de nez. Oh, que ça faisait mal de penser à George. Ce n'est que lorsque le tapage hippopotamesque des 3 garnements qui avançaient, c'est dans les friches devint complètement inaudible et que le saignement de nez se fut arrêté définitivement, que la crise d'asthme d'Eddie éclata. Il commença à chercher son air, ses mains s'ouvrant et se refermant comme des pièges fragiles, sa respiration réduite à un sifflement flûté venant du fond de sa gorge. Merde, fit-il en hoquetant, une crise d'asthme. Il s'empara faiblement de son inhalateur coincé au fond de sa poche. On aurait presque dit un pulvérisateur de Windex, avec le petit injecteur à pression sur le dessus. Eddie s'enfonça l'appareil dans la bouche et appuya sur la détente. Ça va mieux demanda Bill anxieux. Non, il est vide. Le garçonnet regardait Bill avec des yeux qui se remplissaient d'épouvanté et disait « Je suis fait, Bill, je suis fait. » L'inhalateur vide roula de sa main. La rivière continuait son babil sans se soucier le moins du monde de la quasi-impossibilité de respirer dans laquelle se trouvait Eddie. Bill pensa tout d'un coup que les 3 voyous avaient eu raison au moins sur un point. Leur barrage avait été un vrai barrage de bébés. Mais ils s'étaient rudement bien amusés, bon sang, et il éprouva une irrésistible fureur à l'idée de ce qui s'était passé. T'en fais pas, Eddie, dit-il. Pendant les 40 minutes suivantes environ, Bill resta assis auprès de lui, avec l'espoir que la crise d'asthme allait finir par se réduire peu à peu à un simple malaise. Mais au moment où Ben Hanscom avait fait son apparition, la peur commençait à le gagner. Non seulement la crise ne passait pas, mais elle ne faisait qu'empirer. Et la pharmacie de Center Street, où Eddie prenait ses recharges, se trouvait à plus de 4 km de là. Dans quel état risquait-il de retrouver Eddie s'il allait chercher une recharge, inconscient ou...
quelque chose d'irrationnel et de superstition en lui ne cessait de lui souffler qu'Eddie s'évanouirait dès qu'il se serait éloigné. C'est à ce moment-là qu'il releva la tête et aperçut Ben Hanscom, immobile, un peu en amont. Il ne lui était pas inconnu, bien entendu. Le gosse le plus gros d'une école jouait d'une sorte de notoriété assez désagréable. Ben était dans l'autre septième. Bill l'apercevait parfois tout seul dans un coin, à l'écart des autres, soit en train de lire, soit en train de dévorer son déjeuner qu'il portait dans un emballage de la taille d'un sac marin. Bill, en le voyant, lui trouva l'air en plus piteux état encore que Henry Bowers. Difficile à croire, mais vrai. Bill n'arrivait pas à imaginer quel affrontement titanesque ils avaient jeté de l'un contre l'autre. Les cheveux de Ben se dressaient en mèches désordonnées et raidis par la boue. Son survêt ou son sweatshirt, le vêtement était impossible à identifier et de toute façon ça n'avait plus d'importance. Se trouvait réduit à l'état de serpillière imprégné d'un mélange répugnant de sang, d'herbe écrasée et de terre. Son pantalon était ouvert aux 2 genoux. Ben vit Bill le regarder et eut un geste de recul. L'inquiétude se lisait dans ses yeux. Ne pars pas, lui cria Bill, levant les mains, paume en l'air, pour montrer qu'il était inoffensif. Il a besoin d'aide. Ben se rapprocha, l'air toujours aussi méfiant. Il marchait comme si l'une de ses jambes lui faisait souffrir le martyre. Est-ce qu'ils sont partis, Bowers et les autres? Oui, écoute, peux-tu rester avec mon ami pendant que je vais chercher son médicament? Il a de l'asthme. Bill acquiesça. Ben remonta les ruines du barrage et vint s'agenouiller à côté d'Eddie avec une grimace de douleur. Le garçon était toujours allongé, les yeux presque fermés, sa poitrine se soulevant péniblement. Qui l'a battu? Demanda finalement Ben. Il leva les yeux et puis il eut la même colère et de frustration qu'il avait lui-même ressentie peu auparavant. C'est Henry Bowers. Bill acquiesça. Tu m'étonnes. Bien sûr, vas-y, je vais rester avec lui. Merci. Oh, ne me remercie pas. C'est à cause de moi qu'ils vous sont tombés dessus. Pars, dépêche-toi. Il faut que je sois à la maison avant 6 heures. Bill partit sans rien ajouter. Il aurait aimé pouvoir dire à Ben qu'il n'y était pour rien, que ce n'était pas plus sa faute que ce n'était celle d'Eddie qui avait protesté stupidement. Dit-il comment Henry et ses potes étaient des catastrophes ambulantes, ne demandant qu'à se déchaîner. Les versions pour enfants des inondations, des tornades et des calculs biliaires. Ça lui aurait fait du bien de pouvoir le lui dire, mais il était tellement tendu qu'il aurait fallu 20 minutes pour en venir à bout, exclu avec Eddie qui risquait de tomber dans les pommes d'un moment à l'autre. Il partit au petit trot le long de la rivière, se retournant une seule fois. Il vit Ben Hanscom, l'air sinistre, qui ramassait des galets au bord de l'eau. Pendant un instant, il se demanda dans quel but, puis il comprit. Il préparait des munitions, juste au cas où il reviendrait. 4. Les friches n'avaient plus de mystère pour Bill. Il était venu y jouer souvent au cours du printemps, parfois avec Richie, mais surtout avec Eddie, et plus rarement tout seul. Il n'avait certes pas exploré tout le secteur, mais il n'eut aucune difficulté à rejoindre Kansas Street depuis la Kentucky. Il aborda la rue à l'endroit où un pont de bois enjambait l'un des multiples ruisseaux sans nom qui faisaient partie du système de drainage de Derry et allait se jeter en contrebas dans la rivière. Silver était remisé sous ce pont, accroché à un pilier par une corde passée sous le guidon et à la selle pour que ses roues ne soient pas dans l'eau. Bill défit la corde, la fourra dans sa chemise et traîna Silver jusqu'à la rue à la force des bras, suant et soufflant sans perdre l'équilibre par 2 fois. Finalement, il arriva en haut, il enfourcha l'engin, et comme toujours, une fois qu'il fut debout sur les pédales de Silver, il devint quelqu'un d'autre. 5. Yo, Silver, en avant! Le cri sortit de sa bouche, un ton plus grave que d'habitude. C'était presque la voix de l'homme qu'il allait devenir. Silver prit lentement de la vitesse, son accélération marquée par le crépitement de plus en plus frénétique des cartes jouées contre les rayons. Debout sur les pédales, Bill tenait le guidon par le dessous, poigné vers le haut.
Sur sa gauche, là où Kansas Street croisait Jackson Street, la Kentucky perdait sa liberté pour devenir le canal. La rue au-delà de l'intersection descendait en pente raide vers le centre et le quartier commerçant de Derry. Le croisement était fréquent, mais tous comportaient des stops en faveur de Bill, et l'éventualité d'un conducteur brûlant le signal et le réduisant à l'état d'une carpette sanglante sur la chaussée ne lui avait jamais traversé l'esprit. Il n'aurait de toute façon pas changé de comportement, alors que quelques mois avant ou après cette période, à l'atmosphère étrangement orageuse qui allait du printemps de l'été 1958, cela l'aurait sans doute un peu refroidi. On aurait surpris Ben en lui demandant s'il ne se sentait pas seul. On n'aurait pareillement surpris Bill en lui demandant s'il ne flirtait pas d'un peu trop près avec la mort. Tout est-il que ces descentes de Kansas Street ressemblaient de plus en plus à une charge de kamikaze au fur et à mesure que le temps se réchauffait. Bill se lança dans cette portion en pente de Kansas Street à pleine vitesse, courbé sur le guidon de Silver pour diminuer la résistance au vent, une main posée sur la poire de caoutchouc craquelée de sa corne pour avertir les distraits, ses cheveux roux ondulant derrière lui. Le cliquetis des cartes s'était transformé en un grondement régulier et la grimace d'effort en un immense sourire niais. À sa droite, les maisons avaient laissé une place à des bâtiments commerciaux, entrepôts, usines de conditionnement de viande, pour la plupart, dont l'image était brouillée par la vitesse, terrifiant mais satisfaisant. Sur sa gauche, le canal scintillait au coin de son œil. « Yahoo, Silver, en avant !» cria-t-il triomphalement. Silver vola par-dessus le premier Dodan et ses pieds lâchèrent les pédales comme presque toujours à cet endroit. En roue libre, il était maintenant entièrement à la merci de l'ange gardien, quel qu'il fût, que Dieu avait désigné pour protéger les petits garçons. Il fit une embardée à 60 km/h, 20 de plus que la vitesse autorisée. Tout était oublié, son bégaiement, le regard vide de son père en train de tourner en rond dans l'atelier du garage, la poussière qui s'accumulait sur le piano toujours fermé de sa mère, qu'il ne l'avait plus touché depuis les 3 hymnes méthodistes qu'elle avait joués lors des funérailles de Georgie. Oublié aussi George sortant sous la pluie dans son ciré jaune, le bateau en papier paraffiné à la main. Monsieur Gardner arrivant 20 minutes plus tard, le petit corps enroulé dans une couverture, taché de cendres et bras, le cri épouvantable de sa mère. Derrière lui, tout ça, il était l'éclaireur solitaire, il était John Wayne, il était qui il voulait et non pas un gosse qui chialait, avait peur et appelait sa maman. Les pieds de Bill retrouvèrent les pédales et il recommença son mouvement de piston, voulant toujours aller plus vite et atteindre une vitesse hypothétique. Pas celle du son, celle de la mémoire, qui lui ferait franchir le mur de la souffrance. Il fonçait courbé sur le guidon, il fonçait pour battre le diable. Le triple carrefour de Thunder Main et Kansas arrivait à toute vitesse. C'était un cafarnaum de voies à sens unique, de panneaux contradictoires et de feux de signalisation en principe coordonnés, mais qui ne l'étaient jamais. Le résultat, comme l'avait signalé un éditorial du Daily News un an auparavant, était un système giratoire infernal. Comme toujours, Bill jetait de brefs coups d'œil à droite et à gauche, estimant la circulation, repérant les nids de poules. S'il se trompait, s'il bégayait en somme, il risquait rien moins que de se tuer. Il fonça comme une flèche dans le trafic ralenti du carrefour encombré, brûla un feu rouge et vira sèchement à droite pour éviter une buick qui se traînait. Un coup d'œil ultra bref par-dessus l'épaule pour s'assurer que la voiture du chemin du milieu était libre, et il s'aperçut que dans environ 5 secondes, il se écraserait contre l'arrière d'une camionnette qui venait de s'arrêter carrément en plein croisement, tandis que son conducteur, un papy à la Eisenhower, se tordait le cou pour déchiffrer les panneaux, se demandant s'il n'allait pas se retrouver à Miami. À la droite de Bill, un quart de la ligne Bangor-Derry occupait la voie. Il n'en obligua pas moins
dans cette direction et franchit la brèche entre les deux gros véhicules à quelques 60 à l'heure. À l'ultime seconde, il détourna la tête d'un mouvement sec de soldats qui défilent dans l'enthousiasme pour éviter que le rétroviseur droit de la camionnette ne lui redessine la mâchoire. Les émanations brûlantes du diesel lui incendièrent la gorge, comme une giclée d'alcool. Il entendait un grincement suraigu. Le guidon venait de tirer un trait bien droit dans l'aluminium du car. À peine aperçut-il le chauffeur, un visage blanc sous la casquette de la compagnie, qui agita un poing menaçant et lui cria quelque chose. Certainement pas bon anniversaire. Le pire, ou si l'on préfère le meilleur, du trajet se trouvait maintenant derrière lui. L'éventualité de sa propre mort s'était présentée à lui à plusieurs reprises, et il avait été capable de regarder ailleurs. Le car ne l'avait pas écrasé, il ne s'était pas tué. Il n'avait pas écrasé les 3 vieilles dames un instant plus tard, avec leur sac de commission et leur chèque de la sécurité sociale. Il ne s'était pas aplati sur le haillon arrière de la camionnette de l'oncle Eisenhower. Il attaquait la côte suivante, perdant de la vitesse comme saigne un blessé. Mais avec ce sang-là, il perdait autre chose, que l'on aurait pu appeler désir, au fond. Le rattraper les pensées, les souvenirs. « Hé Bill, on t'avait un instant perdu de vue, mais nous voilà !» Il grimpait sur lui, bondissait dans ses oreilles et s'élançait dans sa tête comme des mômes sur des luges. Il les sentait s'installer à leur place habituelle, leur petit corps fiévreux se bousculant. « Ouah, chouette, une fois de plus bien calé dans la tête de Bill. Allez, pensons à George, d'accord? Qui veut commencer? » Tu penses trop, Bill. Non, le problème n'était pas là en réalité. Il l'imaginait trop. Il tourna dans Richards Alley pour déboucher dans Center Street quelques instants plus tard, pédalant lentement, la sueur le coulant dans le dos et les cheveux. Il descendit de bicyclette en face de la pharmacie et entra dans le magasin. 6. Avant la mort de George, Bill aurait expliqué oralement à M. Keane l'essentiel de ce qu'il amenait. Le pharmacien n'était pas particulièrement aimable, du moins selon l'idée que Bill s'en faisait. Néanmoins, il avait de la patience et ne plaisantait pas à tort et à travers. Mais le bégaiement de Bill était pire que jamais, et il voulait faire vite, très vite, quand il pensait à Eddie. C'est pourquoi, lorsque M. Keane lui dit « Bonjour, Bill Littenborough, que désires-tu » Bill prit une notice publicitaire pour des vitamines et écrivit au dos. On jouait avec Eddie Kasprak dans les friches, il a eu une crise d'asthme, il peut à peine respirer. Pouvez-vous me donner une recharge pour son inhalateur? Il poussa le papier sur le comptoir recouvert d'une vitre. M. Keane le lut, releva la tête, vit l'anxiété dans les yeux bleus de Bill et dit « Bien sûr, ne bouge pas d'ici et ne touche à rien, veux-tu » Bill ne cessa de se dandiner d'un pied sur l'autre d'impatience tandis que M. Keane resta dans son arrière-boutique. L'attente ne dura pas 5 minutes, mais parut une éternité à Bill. Le pharmacien revint enfin et lui tendit avec un sourire un flacon en plastique souple. « Voilà qui devrait régler le problème, » dit-il. « Merci, bafouilla Bill. Je n'ai pas d'art. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Kasprak a un compte chez moi. Je l'ajouterai, c'est tout. Je suis sûr qu'elle tiendra à te remercier de ta gentillesse. » Bill remercia de nouveau M. Keane et partit rapidement. Le pharmacien fit le tour de son comptoir pour le suivre des yeux. Il le fit déposer sa recharge dans le panier de porte-bagages et enfourchait maladroitement sa bicyclette. Est-il capable de faire rouler un engin pareil se demanda M. Keane. J'en doute sérieusement. Mais le petit Denbrough réussit à démarrer sans tomber sur la tête, s'éloignant à coups de pédale pesant. La bicyclette à laquelle, dans l'esprit de M. Keane, il ne manquait que des roues carrées, zigzaguait dans tous les sens, tandis que l'inhalateur roulait dans le panier. Le pharmacien eut un léger sourire. Si Bill l'avait aperçu, il y aurait vu la confirmation de son impression sur le caractère peu amène de M. Keane. C'était le sourire amer d'un homme qui avait trouvé davantage de sujets d'étonnement que de raisons de se réjouir dans la condition humaine. Oui, il allait mettre la recharge d'Eddie sur la facture de Sonia Kasprak, qui, comme toujours,
pharmacien, mademoiselle Casbrac, faisait partie de ces gens pour qui rien de ce qui est bon marché ne peut être réellement efficace. Il aurait très bien pu la gruger avec la préparation pour son fils, Hydroxmist, et il avait été tenté de le faire. Mais à quoi pour exploiter bassement la folie de cette femme? Ce n'était pas comme s'il en avait eu besoin pour vivre. Pour marcher, oh mon Dieu, oui, l'Hydroxmist, administré selon les besoins, disait-on sur l'étiquette adhésive qu'il collait sur chacune des recharges de l'inhalateur, était merveilleusement bon marché. Et Madame Casbrac elle-même devait reconnaître que la préparation maîtrisait efficacement l'asthme de son fils malgré cela. Elle était bon marché parce qu'il s'agissait tout simplement d'une combinaison d'oxygène et d'hydrogène, à laquelle était ajoutée une pointe de camphre afin de donner un parfum de médecine à la vaporisation. En d'autres termes, le médicament pour l'asthme était